Name Games. La pierre, le fer et la rancune. Les nains, peuple fier et vénérable, mené par des traditions millénaires. Un peuple à l'image de ses royaumes, taillés dans le roc. Artisans sans pareil, les Daouis ne quittent leur forteresse souterraine que pour vendre ou défendre leurs biens. La vue d'un hoste nain peut s'avérer terrifiant pour tout ennemi réfléchi. S'avance inflexiblement un bloc d'acier, de runes et de barbes qui ne s'immobilisera qu'une fois cette ligne rayée du grand livre des rancunes. Le vieux monde est une terre légendaire, riche de nombreuses civilisations. Découvrez qui elles sont, découvrez les principaux acteurs de cette année 2276, l'année de The Old World. L'histoire des nains débute par l'éveil des premiers-nés, leur panthéon, présidé par Grungni, Grimnir et Valaya. Leur tradition dit que ces dieux fondateurs ont été taillés dans la roche des montagnes par le temps. Ils croient que les premiers Daouis, leurs enfants, habitaient le sud des montagnes du bord du monde et qu'ils ont migré vers le nord à mesure que leur nombre grandissait, tout en se divisant en clans dirigés pour la plupart par un dieu vivant. En ces temps très anciens, avant même la venue du chaos, il est dit que ce peuple barbu vivait dans des troglodytes, qu'il fabriquait des outils primitifs en silex et subsistait dans les montagnes, alors inhospitalières. Et déjà, les nains étaient robustes et endurants. Aidés par leurs dieux, ils développèrent bientôt une civilisation qui les porta de l'âge de pierre à une ère nouvelle et audacieuse. Grâce aux armes et armures de fer, puis d'acier, que Grungni, le père de la forge, leur apprit à confectionner, les Daouis purent purger les montagnes des terreurs qui l'habitaient. L'art du combat fut enseigné par Grimnir. Le dieu guerrier défia les géants, les trolls et les orques en maraude. Valaya, la protectrice, montra, elle, aux nains errants, la valeur d'une demeure solide et l'importance du lieu communautaire pour ces clans encore en plein développement. En quête de matières premières pour fondre son acier, le peuple de Grungni plongea au cœur des montagnes en quête de gisements de métaux précieux. Il y fondit de nombreuses forteresses, dont chacune était un petit royaume adossé à une mine productive. Les plus grands prirent le nom de Karak, qui signifie « montagne » en langue naine. À force d'expansion, les Daouis parvinrent aux pics les plus septentrionaux des montagnes du bord du monde, une région désolée et jonchée des ossements blanchis de maintes créatures. Une sinistre étendue qu'ils baptisèrent Zornuskul, le pays du grand crâne. La plupart des nains en revinrent, car cette rude contrée n'offrait pas une réelle richesse minérale. Mais les clans les plus téméraires poussèrent plus loin. Certains virent à l'ouest vers les terres de l'actuel Norska. D'autres s'enfoncèrent vers l'est jusqu'à s'engager dans les montagnes des larmes. Ainsi donc, les nains étendirent leur territoire souterrain jusqu'à fonder leur grand domaine, le Karaz Angkor, avec en son centre la grandiose cité de Karaz à Karak, le pic éternel. Pendant longtemps, les clans maintinrent le contact entre eux, bien que dispersés et creusant de plus en plus loin sous les montagnes. Mais une tempête sans précédent allait bouleverser leur expansion. Cette tempête fut l'arrivée cataclysmique des puissances de la ruine. Grungni invita son peuple à s'enfoncer profondément dans ses demeures souterraines, tandis que le chaos se répandait et souillait les terres en surface. Finalement, les vents de magie maléfique se calmèrent. Lorsqu'ils quittèrent leur forteresse, les nains découvrirent un monde transfiguré, habité par des démons et des créatures terrifiantes. Leur guerre contre les forces des dieux sombres dura des décennies, pendant lesquelles de nombreuses forteresses et clans entiers furent perdus. Pire, les aïeux divins finirent par disparaître. Grimnir partit au nord défier l'ennemi sur ses terres. Grungni, Valaya et leurs semblables finirent par regagner le cœur de la montagne qui les avait vus naître. La guerre s'acheva lorsque, sur Ultuan, les elfes parvinrent à repousser le chaos à l'aide d'un immense vortex de haute magie. Cet événement amorça ce que les nains qualifient d'âge d'or. Ils rétablirent leur emprise sur leur domaine montagneux,
entreprirent des ouvrages ambitieux, des places fortes furent approfondies et des explorations lancées dans les entrailles du monde, en quête de toujours plus de richesses minérales. Des salles et tunnels d'envergure furent aménagés, donnant de colossales cités souterraines, toutes reliées entre elles. Ce fut une longue ère de prospérité, faite d'abondantes excavations minières, de commerces florissants et de nouvelles alliances avec les peuples des hommes encore primitifs. Cet âge d'or prit fin lorsque l'arrogance elfique et l'obstination naine donnèrent naissance à la guerre de la barbe. Les nains en sortirent victorieux, mais ce conflit interminable avait sapé leur vigueur, et avant qu'ils ne puissent s'en remettre, une série de séismes et d'éruptions volcaniques s'abattirent sur toute la longueur des montagnes du bord du monde. Ces désastres naturels brisèrent les défenses des Dawi et les exposèrent à des ennemis jusqu'ici impuissants. Ces événements climatiques avaient aussi eu comme conséquence la destruction des frêles fondations des camps des peaux vertes dans les terres sombres. Ces derniers migrèrent massivement vers l'ouest et prirent d'assaut les forteresses en ruine. Pendant des siècles, les nains luttèrent contre les hordes d'envahisseurs, orques, gobelins, mais aussi les hommes rats, provenant des profondeurs du monde. Ligne après ligne, les pages du grand livre des rancunes étaient noircies des agressions, exécutions, insultes, assauts, traîtrises dont était victime ce fier peuple, désormais brisé. Ces armées avaient jadis dominé le vieux monde, elles peinaient désormais à défendre les quelques forteresses encore sur pied. Le déclin de leur empire marqua pour les nains une période d'exode. Renonçant à leur terre ancestrale familière dans les montagnes du bord du monde, ils migrèrent à l'ouest et fondèrent de nouvelles places fortes dans les montagnes grises. D'abord humbles et mal dégrossis, ces demeures gagnèrent en espace comme en raffinement au prix d'un labeur inlassable, quoique sans rivaliser avec les travaux des ancêtres par la taille, la production ou les magnificences architecturales. De nouvelles routes commerciales furent tracées entre les montagnes grises et les montagnes du bord du monde. Les nains y restaurèrent les routes qui remontaient au commerce florissant de l'âge d'or. Les voyages y demeuraient cependant dangereux, car les terres traversées grouillaient d'orques et de gobelins. L'hostilité des Dawi envers les peaux vertes eut pour avantage de leur forger un ennemi commun avec les humains. Les deux races se rapprochèrent, le commerce se développa, et les nains partagèrent leurs connaissances artisanales en matière de travail de la pierre et des métaux. Ce fut même une réelle amitié qui vit le jour entre le haut roi nain, Kurgan, barbe de fer, et Sigmar, fils du chef du clan des Unberogen. Le lien entre les deux peuples devint à jamais insécable le jour où le fondateur de l'Empire sauva le souverain Dawi des mains des orques. En reconnaissance, Kurgan offrit à son ami le désormais légendaire marteau de guerre Galmaraz. Plus de 22 siècles plus tard, la relation entre nains et humains n'a pas changé. Elle a donné naissance à une nouvelle ère de prospérité, de commerce lucratif et d'invention, entretenu aujourd'hui par le haut roi Alricsson. Siégeant sur son trône d'or dans les profondeurs du pic éternel, il est réputé comme très attaché au serment qui associe les hommes aux Dawi. De nombreux nains vivent désormais dans les villes humaines. Le savoir-faire de ces artisans et ingénieurs a magnifié au fil des ans ces cités et poussé le progrès technologique de la jeune race. En retour, cela a stimulé l'industrie des grandes forges et fonderies qui parsèment les montagnes. Entre les pics résonne encore l'écho des marteaux sur les enclumes. Infatigables, les Dawi réalisent déjà les nouvelles merveilles de leurs forteresses et de leurs cités alliées. C'est un fait, le Karaz-Angkor connaît un nouvel âge de prospérité. Mais jamais un nain ne le dira en ces mots. Pour lui et ses semblables, le temps des richesses est un temps ancien. Les trésors du grand empire de jadis gisent dans des tombeaux lointains, au fin fond de forteresses qu'occupent gobelins, trolls, skaven, dragons et autres créatures impies. Si, régulièrement, des expéditions conduisent les Dawi à reconquérir des bastions ancestraux depuis longtemps perdus, les grommelements ne cesseront qu'une fois la dernière entrée du grand livre des rancunes, solennellement barrée. Le centre de la société naine est la forteresse, Khazad en langue naine, cœur du royaume et de toutes ses activités. Elle est construite sous un mont rocheux constellé de tours de guet et dont les versants sont parsemés de portes impénétrables. Dans certaines fissures de la roche ou derrière des chutes sont dissimulées des entrées secrètes.
Les Kazades sont capables de survivre en autarcie, mais vivent, pour la plupart, en lien étroit avec un réseau de colonies mineures possédant leurs propres mines, fermes et ateliers. Le commerce avec les autres forteresses et le monde est plus restreint, mais existe bel et bien. On voit des objets de facture naine partout. La demande en produits nains est toujours supérieure à l'offre, car ils sont les meilleurs artisans du monde. L'artisanat fait partie de la tradition et de la culture naine. Jamais vous ne verrez un dawi produire à la chaîne ou bâcler son travail. Leur qualité et leur rareté font, évidemment, de ces fabrications des produits très onéreux. Si le monde s'arrache les objets créés par les nains, ces derniers dédaignent ce que manufacturent les autres races. Ils trouvent leur fabrication grossière et de mauvaise qualité. D'ailleurs, le mot qui, dans leur langue, veut dire homme, umgi, est un dérivé du mot umgak, qui signifie de mauvaise qualité, synonyme de fabriqué par les hommes. La population naine est peu nombreuse, elle peut donc se contenter de l'agriculture de ces fermes de montagne dont les champs en terrasse sont éparpillés autour des forteresses. Les nains vivent également de la pêche, à la fois dans les torrents de montagne et les rivières souterraines qui coulent sur leur domaine. Ils pratiquent aussi l'élevage, principalement de robustes chèvres. Cette alimentation de base est complétée par des produits issus d'échanges commerciaux, notamment différentes variétés de houblon et d'orge avec lesquels ils brassent la bière dont ils sont si friands. Le métier de maître brasseur est d'ailleurs très respecté. À première vue, les forteresses naines ont une structure sociale similaire à celle d'une ville humaine, rien d'étonnant étant donné que ce sont les nains qui ont aidé les humains à bâtir nombre de leurs cités. Il y a tout de même des différences puisque les séparations entre les castes naines sont basées sur les possessions matérielles mais aussi sur l'honneur et les compétences. Au plus bas de l'échelle sociale, l'on retrouve les clans qui se sont disgraciés d'une manière ou d'une autre. Ils ne peuvent rejoindre une guilde, sont souvent même exclus du Kazad. Ils vivent généralement dans les domaines des hommes ou sur leur propre domaine en périphérie des royaumes nains. Ensuite, il y a les clans qui n'ont pas de forteresse. Ils sont vus comme des vagabonds et donc des gens sur lesquels on ne peut pas vraiment compter. Ces nains travaillent souvent dans des villes impériales ou sont des commerçants voyageant de Kazad en Kazad. Au troisième rang, on retrouve les clans qui habitent les forteresses. Ils font partie des guildes locales les moins prestigieuses. Ils ont peu d'influence sur les affaires du royaume, mais ont néanmoins le respect de leurs pairs. En haut de l'échelle sociale, il y a les clans membres des professions les plus prestigieuses, telles que celles des ingénieurs, des armuriers, des joailliers et des maîtres des runes. Ils sont presque toujours associés aux guildes les plus importantes. Et seuls les nains de ces clans dont les ancêtres ont fondé les dites guildes des siècles auparavant ont une place de membre d'honneur en leur sein. Les rares nains d'une classe sociale encore supérieure sont ceux appartenant au clan royal. Les lignées des rois sont une source infinie de fierté pour les Dawi. Les dirigeants et hauts dignitaires nains portent tous le titre de Tan. De nature pragmatique, les nains ne s'encombrent pas de titres ronflants, comme pourraient le faire d'autres races, dont les noms ne seront pas cités ici. La guilde a un poids important dans l'organisation politique naine. Beaucoup des professions les plus anciennes en ont une, et les clans spécialisés dans un métier particulier en feront généralement partie. La plus puissante de ces guildes est sans conteste celle des ingénieurs. Au sein de chaque guilde, les nains suivent une formation d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Un conseil rassemblant tous les maîtres se charge de gérer la guilde et de faire respecter ses règles. Souvent, les membres d'un clan affichent l'insigne de leur guilde sur leurs bannières et leurs boucliers quand ils partent au combat. En temps de guerre, les clans forment des régiments de guerriers, d'arquebusiers et d'arbalétriers dont l'équipement reflète leur richesse. Mais quoi qu'il arrive, les armes et armures du Dawi en guerre sont d'excellente facture, même dans les clans les plus pauvres, les moins riches, dirait un humain. Bien que les nains soient une race martiale, il existe peu de soldats professionnels parmi eux. La grande majorité des combattants du Trong que vous voyez sur le champ de bataille sont des ouvriers ou des artisans, organisés en régiment uniquement lorsque retentit le corps de guerre. Parmi les exceptions, on retrouve les longues barbes, qui sont des militaires de carrière faisant office d'instructeurs pour leurs camarades. Les marteliers, qui ont pour mission la défense des portes du Kazad, et pour les plus expérimentés, la garde du roi en personne. Il y a aussi les brise-fer, spécialistes du combat en milieu confiné, qui patrouillent quotidiennement pour garder les accès souterrains du royaume. Au combat, les nains déploient uniquement des unités d'infanterie, car ils rejettent l'idée de combat sur le dos d'une bête. Il faut dire aussi que leurs montagnes ne sont pas propices à la cavalerie, et de toute façon, les nains ne sont pas assez grands pour monter à cheval, bien qu'ils soient trop fiers pour l'admettre.
Chaque guerrier de cette infanterie d'élite est engoncé dans une armure ouvragée et est armé d'une hache, d'une pioche ou d'un marteau. Derrière les rangs stoïques des Tronguenins sont déployées les machines de guerre redoutables de la guilde des ingénieurs. De ces lignes rugissent des boulets de canon, tandis que les catapultes à rancune projettent des rochers gravés de runes sur la tête des ennemis. Les balistes brillent de magie runique alors qu'elles propulsent des traits scintillants qui empalent les adversaires sur plusieurs rangs. On trouve aussi des engins plus étranges et plus rares, le canon à flammes et le canon orgue, dont les multiples fûts maniés par des artilleurs avisés peuvent balayer des régiments entiers à courte portée. Un ennemi qui survit à ce déluge mortel devra ensuite endurer les tirs des arbalétriers et des arquebusiers. Enfin, il sera confronté au mur de boucliers de l'inflexible infanterie lourde. Rares sont les guerriers à résister à la vengeance des haches et des marteaux. Maintes ennemis l'ont appris à leurs dépens. Un nain offensé ne cédera jamais à la pitié. Dans le langage nain, il n'existe de mot pour pardon. La seule issue est la mort pour cet inconscient dont le nom a été méticuleusement inscrit sur une page du Damas Kron, le grand livre des rancunes.